ce combat féministe, il ne s'est pas gagné en un jour. D'abord, il est loin d'être gagné aujourd'hui parce que l'égalité salariale n'est pas obtenue, parce que les viols et les violences sont en constante progression. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, et les femmes sont encore précaires, on n'a pas d'endroit aussi, de lieu pour accueillir des femmes monoparentales qui sont victimes de violences ou qui tombent dans la précarité avec leurs enfants, on manque de lieux pour les accueillir. Donc sur plein de sujets, on n'a pas encore atteint, si tu veux, une pleine égalité. C'est seulement à partir de 1965 que les femmes vont être autorisées à gérer leurs biens, ce qui est quand même voilà, assez tardif. La contraception, quelle année pour vous ? 62, 67. Bravo, 67. D'accord ? Bon. On a par exemple la loi qui autorise l'interruption de grossesse, qui est la loi Simone Veil. 70. C'est quoi ça ? 70. La loi Veil sur l'interruption de grossesse. 75. D'accord ? Ok. Le divorce par consentement mutuel. Même année. 75. Donc vous vous imaginez qu'avant, une femme, elle n'avait pas le droit de voter, elle n'avait pas le droit de posséder ses propres biens. Pour divorcer, il fallait qu'il y ait un consentement du mari, une acceptation du mari pour qu'elle puisse divorcer. Est-ce que les femmes, elles ne bénéficient pas de certains droits qu'elles sont censées avoir ? On peut dire qu'on est dans une égalité de droits par rapport à des lois qui ont été votées. D'accord ? C'est pour ça que je vous fais un petit récap de toutes les lois. Après, je vous parlerai de la loi sur la parité. Mais à un moment donné, on a dû imposer cette loi qui n'est pas parfaite sur la parité parce que justement, la société n'avançait pas assez vite. Et on avait conscience qu'il fallait une pleine égalité sur l'éligibilité des femmes, combien de femmes il fallait dans un parti politique, etc., ou à l'Assemblée nationale, combien de députés, combien de sénatrices. Mais à un moment donné, comme les partis ne voulaient pas faire l'effort et préféraient finalement payer une amende plutôt que d'inclure des femmes, on a été obligé de mettre des sanctions et des lois. Chers amis, chers enseignants, chers élèves, soyez tous les bienvenus au CLFI, au lycée franco-israélien. Nous avons l'honneur et le plaisir de débuter les journées consacrées aux femmes au CLFI à Mikvé Israël. Aujourd'hui, c'est l'occasion, on ne va pas la manquer, de faire un bilan de la situation des femmes ou de la femme à travers le monde en 2022. Nos intervenantes et nos intervenants mettront à l'honneur la femme, parleront de ses victoires, de ses acquis, mais également de ses revendications. Pour ma part, en tant que pédagogue, permettez-moi de mettre à l'honneur toutes ces jeunes femmes en devenir, ces jeunes filles, qui depuis la 5e à la terminale, au lycée franco-israélien, sont soutenues dans leurs actions. Nous leur transmettons les valeurs d'égalité et de respect mutuel entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. Alors presque 20 ans de lutte pour faire avancer le droit des femmes avec mon association Parole de Femmes, puis avec SOS Autisme France, de combats si proches, puisqu'encore une fois, celles qui assument le handicap de leurs enfants sont généralement des femmes, des mères, qui se battent pour la majorité d'entre elles, pour leurs enfants et qui font le choix de quitter leur emploi ou de mettre un stop à leur carrière parfois prometteuse. Alors il ne suffit pas peut-être de toute une vie, comme l'a dit Daniel, je fais 32 projets à la fois, j'essaye, mais il ne suffira pas peut-être de toute une vie et de tous ces essais féministes que j'ai écrits, de ces tribunes dans les médias, de ces prises de parole à l'Assemblée nationale, au Sénat, à New York, à l'ONU, pour que leurs droits, nos droits, avancent enfin. Combien d'auditions devant des députés et des sénateurs pour faire voter la loi sur l'égalité salariale, les violences psychologiques, la loi contre le voile, la loi contre la burqa. Combien d'années à enseigner l'égalité dans les écoles pour rééduquer de jeunes violeurs dans les centres de détention. Combien de présidents reçus lors de mes événements, de ministres me promettant davantage de lieux pour accueillir les femmes précaires et celles qui continuent à subir les violences de leurs conjoints parce qu'elles ne savaient pas où aller. Pourtant, malgré toute cette militance quotidienne qui a été ma vie et de terrain, où les dorures de la République me paraissaient bien loin de la réalité de ce que je vivais auprès de ces familles monoparentales, rien n'a vraiment changé. Ni en France, ni en Israël, ni dans beaucoup de pays du monde. Enfin, si peu, peut-être m'arrive juste une prise de conscience collective. Après toutes ces années, Parole de Femmes a réussi à ouvrir une maison citoyenne,
un lieu dédié pour accueillir des femmes précaires ou victimes de violences avec leurs enfants. Ce projet était né un soir de décembre, lorsque, ne sachant que faire de Marianne et de ses 2 enfants, nous les avons accueillis à notre bureau, leur permettant de dormir sur un matelas de fortune au sol, afin que cette maman puisse prendre au moins le temps de souffler et de réfléchir à l'avenir qu'elle voulait offrir à ses enfants. Un avenir débarrassé de ses coups qu'elle prenait régulièrement lorsque le dîner n'était pas prêt à l'heure ou lorsque la chemise de son mari n'était pas assez bien repassée devant ses petits qui, traumatisés, hurlaient. Alors, vous me direz peut-être que les femmes sont des idiotes, peut-être, des femmes faibles ou fragiles, et qu'elles n'ont qu'à pousser la porte de chez elles, partir, porter plainte contre leur mari et puis les quitter. Mais connaissez-vous la difficulté de franchir le pas de cette porte lorsque vous avez subi une emprise, un tel dénigrement, une violence psychologique? Connaissez-vous cette impression de n'être plus personne, d'être invisible à votre propre regard? Connaissez-vous la honte de dire que vous avez été battu alors que votre famille, vos amis, vos collègues vous voient comme une femme forte et de caractère? Et puis imaginons que cette femme trouve enfin la force de partir. Connaissez-vous la difficulté d'aller au commissariat et de vous mettre à nu en racontant votre vie, votre intimité, votre impuissance que vous considérez vous-même comme une faiblesse? Cette honte que vous éprouvez à tort lorsque vous racontez votre calvaire quotidien devant des inconnus, des policiers, lassés et aigris de ces témoignages, et sachant eux-mêmes que la plainte n'aboutira qu'au bout du compte qu'à une peine légère. Connaissez-vous la difficulté de faire partir cet homme de votre maison et de cette peur au ventre qui vous habite lorsque vous croyez l'apercevoir au coin de la rue et que la police ne peut vous promettre d'assurer votre sécurité? Connaissez-vous enfin cette colère lorsqu'il écope d'une sanction judiciaire de quelques mois et qui sera toujours bien au-dessous des années de violence qu'il vous a fait subir? Et face à ce parcours de combattant et à cette injustice, on vous répondra que les prisons sont pleines, jusqu'à ce que les médias annoncent un nouveau féminicide commis par un mari récidiviste. Connaissez-vous enfin le regard de ces gens autour de vous, qui ne vous regardent plus vraiment comme ils vous regardaient auparavant, ce regard de pitié mêlé à de la compassion? Avez-vous déjà entendu la phrase de ce parent venant vous dire et vous demander pourquoi vous n'avez pas essayé d'arranger les choses au lieu de provoquer ce gâchis, vous faisant peser sur vos épaules meurtries la séparation de vos enfants avec leur père? Alors, en tant qu'ancienne mère célibataire, femme militante féministe et victime de violences, je connais tout cela. Je connais tout cela ainsi que le désespoir de voir celle que j'ai aidée rentrer chez elle afin de vivre avec son agresseur, parce que nos sociétés, en France, en Israël ou ailleurs, ne proposent pas suffisamment de solutions pérennes pour aider ces femmes à se réparer et à se reconstruire. Alors il est facile pour nous toutes féministes de dire aux femmes victimes de violences au premier coup, partez et portez plainte. Mais partir où? Lorsque vous ne savez pas où aller, parce que vous avez arrêté de travailler pour élever vos enfants, et que vous avez 50 ans ou trop peu de qualifications, et que vous occupez un emploi précaire. C'est pourquoi je me suis tant battue pour que tous ces lieux existent, afin qu'ils permettent non seulement d'accueillir ces familles, mais aussi qu'ils puissent leur offrir, avec cette reconstruction psychologique, une reconversion professionnelle. Parce que l'habit de la victime ne doit pas être porté trop longtemps. Alors, lorsque j'entends des jeunes filles dans les classes dans lesquelles je suis intervenue en France, ou à Migvé dernièrement, l'ambition des filles me semble être la plus importante des choses à transmettre à cette jeune génération. Transmettre cette haute idée qu'elles doivent avoir d'elles-mêmes, de toutes ces possibilités qui s'offrent à elles, à l'école, et dont nous n'avons pas conscience lorsque nous sommes adolescentes. Leur dire combien il est important pour elles de faire des études, pour avoir un métier, une source de revenus, qui leur permettra d'être indépendantes et autonomes. Une jeune fille me disait l'autre jour, dans la classe de première à Migvé, « Je ne veux pas travailler, je veux juste être maman. » Quel merveilleux métier, mademoiselle, lui ai-je répondu. Parce que c'est un véritable travail d'être mère. Je le sais, au jour le jour et à temps plein. Un métier qui devrait être d'ailleurs davantage valorisé. Mais cela ne suffit pas à construire sa vie et se mettre à l'abri en cas de turbulence. Et même si concilier sa vie de mère avec sa vie professionnelle est parfois très compliqué, il faut s'assumer professionnellement et financièrement pour avoir d'autres armes, celles-là même qui vous permettront de vous protéger et de protéger vos enfants. Et il faut évidemment prévenir les violences au sein des établissements scolaires
dès la 5e, et éduquer nos garçons à adopter le bon comportement, le bon langage, débarrasser de cette banalisation d'insultes sexistes et de préjugés encore bien trop nombreux dans les classes. Parce qu'il est important de faire comprendre à nos jeunes hommes que lorsqu'une fille dit non, c'est vraiment non. Et que leurs mots doivent rester leur seul moyen d'exprimer leur colère ou leur frustration. Enfin, le féminisme que certaines femmes rejettent aujourd'hui, pensant peut-être que c'est un combat d'arrière-garde, une victimisation insupportable, un rejet des hommes. Je leur répondrai qu'elles ont peut-être été protégées, qu'elles ont eu de la chance ou qu'elles ont su se battre, mais que ce combat féministe est plus qu'actuel, qu'il ne doit pas être en effet dirigé contre les hommes, mais que cette cause doit être portée par toute la société, hommes et femmes confondus. Et que le féminisme doit être notre patrimoine commun, notre culture, et qu'il est l'un des mots les plus forts de notre dictionnaire, plein de sens et de sang, de celles qui se sont battues pour que nous ayons accès au droit de vote, au droit d'avoir un compte en banque et un emploi, ainsi que le choix d'avoir accès à la contraception et à l'avortement. Et qu'il ne faut jamais oublier, jamais, celles qui n'ont pas encore obtenu ces droits dans d'autres pays et qui paient leur volonté d'émancipation ou de s'instruire simplement de leur propre vie. Je pense à mon ami médecin et afghane Masoulat Jalal, ou à mon amie indienne, Sampatpal, qui avec son sari rose a parcouru les villages avec de simples bâtons afin de défendre les femmes victimes de violences. Le féminisme est pour moi une lutte quotidienne, collective, universelle. Cette cause ne doit pas être galvaudée, détournée, utilisée pour ses propres ambitions ou détournée de son essence originelle, la défense des droits des femmes. Et nous avons toutes, en tant que femmes, une responsabilité, d'être aux côtés de ces sœurs qui traversent des moments difficiles dans leur vie ou qui n'ont pas eu les mêmes chances. Parce qu'il est important de penser à l'avenir de nos filles, de nos petites filles, et qu'il est de notre devoir, en tant que citoyennes de ce monde, de veiller à ce que la flamme de l'égalité et de la liberté des femmes ne s'éteigne jamais. Aux jeunes qui sont ici, aux élèves, à tous les jeunes qui sont là, je dirais d'abord, n'oubliez jamais qu'il existe des pays, de nombreux pays, où les femmes ne bénéficient d'aucune liberté, même pas celle de sortir seules dans la rue, que ce soit pour des raisons sociales, politiques ou religieuses. Et n'oubliez jamais qu'elles sont, avec les enfants, les premières victimes civiles des innombrables conflits qui déchirent la planète. Cela vous paraît peut-être loin de vos préoccupations, et je peux le comprendre. Mais la leçon qu'il faut en tirer est pourtant essentielle. Comment jugez-vous du degré d'avancement, de maturité, de modernité d'une société? La qualité de l'enseignement, la qualité de la santé, la place du sport, le développement des réseaux sociaux, tous ces critères comptent. Mais si vous n'en voulez qu'un, ultime, eh bien regardez la place des femmes dans cette société. C'est le marqueur le plus sûr. Si vous ne gardez qu'un critère pour vous faire une idée de la réalité d'une société, c'est d'abord celui-là. Olivia Catan, au nom de Madame la Ministre de la Culture, nous vous faisons chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, pour cette décoration, pour son amitié. Cher Éric, chère Marie-Christine, merci de soutenir mes nombreux projets artistiques, en effet, comme vous le faites avec bienveillance et amitié. Je voudrais remercier l'Institut français, son directeur, Jean-Jacques Pierrat, que je ne vois pas, mais qui doit être là. Donc merci Jean-Jacques, ainsi que Laura, qui font un travail remarquable. Je voulais remercier ma famille, mes filles Laura, Chana, qui prennent la relève du féminisme et de l'écriture avec talent, mon fils Ruben, qui m'a appris ce qu'était le sens de la vie. Et mon mari Cyril, mon courageux mari Cyril, qui m'accompagne sur cette longue route avec un amour fort. Et puis mes parents chéris que j'ai rejoints en Israël et qui m'ont transmis une éducation laïque, ouverte sur les autres croyances et les autres cultures, la générosité, l'abnégation.
mon amour de la France, mais aussi mon sionisme, que je mets chaque jour à l'épreuve en vivant en Israël. Je voudrais aussi remercier mes amis français et israéliens et leur dire à quel point leur amitié m'ont permis de m'intégrer, de me sentir véritablement chez moi en Israël. Samrat, merci. Tamar Borer, merci. Yael, Olivier Rafovitch, Daniel Sheikh, et tous mes amis que je n'oublie pas et qui sont dans mon cœur. Et je vous transmets aussi, vraiment, tous ces remerciements, mais le dernier remerciement que j'aimerais faire, c'est à Marut, en fait. Pierre Marut, à côté de moi. Voilà. Je veux vraiment terminer ces remerciements en disant merci à une femme d'exception, car tu es une femme d'exception, Ruth Benz-Milan. Une femme qui a ouvert son école à mon fils autiste et qui s'est donné comme objectif de ne pas lui lâcher la main jusqu'à ce qu'il obtienne son bac avec une mention très bien, on a dit. Une femme qui a créé un modèle d'école où la diversité est un apprentissage essentiel pour vivre parmi les autres. Une femme qui a ouvert son cœur en devenant mon amie, mon soutien, et qui a eu la gentillesse de me proposer d'organiser cet événement. Merci à toi et à toute ton équipe de merveilleux professeurs avec lesquels nous travaillons en confiance pour permettre, je l'espère, à d'autres jeunes en situation de handicap d'étudier avec les autres. Merci. Je crois véritablement que c'est à force d'éducation et de sensibilisation que nous parviendrons à faire évoluer les consciences, à rebattre les cartes de la socialisation des individus qui posent dès le plus jeune âge les fondements des inégalités de genre. L'école doit contribuer à la destruction des stéréotypes qui inhibent les jeunes filles, les femmes, et assoit une illégitime domination masculine que l'on retrouve des cours de récréation aux hémicycles et au conseil d'administration des grandes entreprises. Simone de Beauvoir écrivait en 1947 « On ne naît pas femme, on le devient ». Si hommes et femmes ne naissent malheureusement égaux que sur le papier, peut-être peut-on du moins contribuer à ce qu'ils le deviennent, nous, de l'abstrait à la réalité. Merci. Il y a parmi nous des femmes qui méritent notre reconnaissance toute particulière pour leur combat de justice sociale, pour leur énergie, pour leur créativité, pour leur gentillesse et leur empathie. Oui, je parle de toi, Olivia. Toi qui as mené tout ça dans tes bagages en venant en Israël. J'ai commencé mon parcours au ministère des Affaires étrangères il y a plus longtemps que je n'ose avouer. Mais quand j'ai intégré le cours de formation interne au ministère, nous étions 10 mecs et 0 femmes. Aujourd'hui, ce serait impensable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. Dans les concours du ministère des Affaires étrangères, il y a quasi-parité, hommes et femmes. Mais plus on avance dans les échelons, moins les femmes sont représentées. Et donc, leur représentation parmi les ambassadeurs, parmi les directeurs, est beaucoup plus basse que la parité. Un des projets de loi qu'Émilie compte présenter à la Knesset pendant son mandat parle d'intégrer les études de genre à l'école depuis le jardin d'enfants, depuis les premières classes. Parce que les enfants doivent grandir avec une notion véritable de ce qu'est l'égalité entre les garçons et les filles, ce qu'est l'égalité entre les adolescents et les adolescentes. C'est la seule manière d'assurer qu'ils seront égaux quand ils seront adultes et qu'ils apprennent les uns et les autres le respect de l'autre genre. Je connais Olivia depuis très longtemps. Nous nous sommes perdus, ça et là, mais la sympathie, l'admiration que j'ai pour elle, pour les combats qu'elle mène, pour les femmes, pour les personnes en situation de handicap, pour tant d'autres causes, pour Israël. Je ne les oublie pas, je ne les ai pas oubliées, et c'est avec grand bonheur que j'ai appris qu'elle va faire son alia.
elle l'a fait comme elle sait le faire, en coup de vent. Elle est déjà impliquée dans à peu près 32 projets différents, mais elle s'ennuie un peu, donc je suppose qu'il y en aura d'autres. Olivia, nous sommes heureux de t'accueillir ici. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble avec Olivia ces derniers mois en parallèle de son allié en Israël. Comme ça a été déjà dit précédemment, Olivia, c'est une personne qui ne chôme pas, et dès son arrivée en Israël, elle a pris contact avec moi et nous avons travaillé sur un projet de loi pour les personnes handicapées qui font leur aliyah, pour améliorer l'accueil des personnes handicapées. Il faut savoir que jusqu'à présent, et Olivia l'a très bien remarqué, dans le cadre de son expérience personnelle, était que les administrations israéliennes n'étaient pas tout à fait adaptées à l'accueil des Olim venant avec un handicap, et par exemple demander une période butoir de 9 mois pour ouvrir des dossiers dans la sécurité sociale israélienne, dans le butoir Leumi. Je peux vous annoncer aujourd'hui que le projet de loi a été déposé. Nous allons réduire cette période. J'ai demandé 1 mois, mais j'imagine que ça va être en négociation avec les différents acteurs pour que tout ce processus doit être le plus rapide et le plus efficace possible. Et j'ai fait le choix de commencer par cela parce que je crois que justement sous ces différentes casquettes, Olivia exprime bien ce qu'est le combat des femmes et ce qu'est le combat d'une femme. Donc combat pour le droit des handicapés, et donc combat pour tous les droits civils. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gendre que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort, prend toute la place. Si j'apprécie les 2 yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi les 2 mains quand tu balances ton corps. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain pressé d'une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien, l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur, pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Il y a 2 types de défis. Tout d'abord, dans le monde réel, des inégalités perdurent, comme ce sujet a été largement évoqué par les orateurs précédents. Je ne reviendrai pas sur les charges ménagères et parentales qui continuent de peser majoritairement sur les femmes. Il faut poursuivre le travail d'éducation. Merci Olivia. Merci. Madame le professeur Marie Goldman. Pour transformer les mentalités et les pratiques. Dans l'environnement professionnel, en dépit des législations
imposant l'égalité salariale à travail égal, des disparités inacceptables perdurent et le plafond de verre continue de freiner les carrières de nombreuses femmes. Il faut bien évidemment combattre toutes ces discriminations sans concession et sans relâche. Une des meilleures armes que vous ayez à votre disposition pour cela est de faire de bonnes études et de briller ensuite dans votre domaine d'expertise. Vous saurez ainsi ce que vous valez et il vous appartiendra de vous faire respecter. Et cela est vrai des femmes comme des hommes. Mais il y a aussi d'autres formes de blocage liées aux représentations mentales. Et c'est sur eux que je voudrais insister, car vous avez beaucoup plus de pouvoir pour les minimiser que vous ne le pensez peut-être. Je vais vous raconter 2 anecdotes qui montrent que si les clichés peuvent bien entendu être frustrants, ils n'empêchent pourtant pas d'avancer et de réaliser ce qu'on veut faire. La première est arrivée avant mon arrivée en Israël, lors d'un gala organisé par HEC. Je suis arrivée avec mon mari. Je suis entrée la première et pourtant la jeune femme qui était à l'entrée s'est adressée directement à lui et lui a demandé son nom et son année de promotion. Il a évidemment répondu que c'était à moi qu'il fallait poser ces questions. Et la jeune femme est devenue toute rouge. Elle a été très très embarrassée, d'autant qu'elle aussi était une diplômée. Plus tard dans la soirée, elle m'a confessé qu'elle avait été morte de honte d'avoir versé dans un cliché aussi sexiste et que ça serait une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Aujourd'hui, un diplômé sur 2 de cette école est une étudiante. Alors, les représentations évoluent et ce genre de gaffe ne se reproduira vraisemblablement bientôt plus. Mais les statistiques demeurent toutefois déséquilibrées dans les filières scientifiques. Et beaucoup d'études montrent que les jeunes filles s'autocensurent au moment de choisir leur voie. Si vous aimez les sciences, faites des sciences. Si vous aimez les humanités, le droit, l'économie, les nouvelles technologies, étudiez ce que vous aimez. Vous pouvez réussir dans toutes les filières, pour que vous soyez motivés et que vous vous en donniez les moyens. Rien n'est fermé à personne. N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, non. N'insiste pas. N'insiste pas quand je balance des mots doux, mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisserai plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, non. N'insiste pas, mais faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tournent dans ma tête. Tournent dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, non, je n'en peux plus, non. Je suis foutue, non. Je te dis que je suis foutue. Ne me laisse qu'un jour tout s'arrête. Fini tes promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses qu'un jour tout s'arrête. Fini
Merci, Emilia.